Alors aujourd'hui encore un nouveau SaaS que je vais remplacer grâce à ma méthode agentique Killer SaaS que je t'avais déjà montré ici dans cette vidéo qui dure plus de 1h48 je crois. Alors c'est une vidéo très détaillée qui rentre en fait dans le détail de la méthode où je te présente en gros pas à pas comment ça fonctionne. Donc je t'invite à aller la voir si tu as du temps. Et bien aujourd'hui je vais te présenter plus ou moins la même méthode sauf que je vais aller droit au but, ça va pas durer 1h48 mais tu vas pouvoir voir comment en fait j'ai remplacé un SaaS qui est aussi un SaaS un petit peu plus complexe qu'un simple SaaS ici qui est un SaaS de plateforme de formation qui est relativement basique à faire. Ici dès qu'on touche à l'email marketing c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il y a les problèmes de réputation, il y a les problèmes de multitenants, etc. Il faut gérer un petit peu tout ça. Il faut aussi monter en charge progressivement sur la plateforme. Bref, je vais te montrer tout ça dans cette vidéo. Je vais te présenter comment ça a fonctionné, les user stories, etc. Je te présenterai un petit peu le produit, peut-être la page de vente, etc. Et puis ce que j'en ai tiré comme conclusion. Allez, je vais aller droit au but, c'est parti. Alors comme tu le sais, je suis développeur et j'aurais pu remplacer ce produit, mais comme tu le sais, c'est un produit d'email marketing et l'email marketing, c'est tout simplement ce qui ramène de l'argent dans ton activité puisque ce qui te permet de rester en contact avec tes prospects, tes clients, etc. Et pourtant, j'ai beau être développeur, je me suis pas risqué à aller toucher ce genre de SaaS puisque c'est des SaaS qui peuvent être très casse-gueule. Et pourtant, regarde, je viens enfin de clôturer ce compte chez Mailchimp qui est ouvert depuis quasiment plus de presque 10 ans bientôt, dans un an. Tu vois, ça fait presque 10 ans que je fais du business en ligne et l'email marketing, bien évidemment, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte lorsque tu as un business. Il faut tout de suite avoir une liste email et la faire remplir, la faire grossir le plus rapidement possible parce que c'est à partir de là que tu vas pouvoir contacter tes prospects, etc. Bref, aujourd'hui, je vais te présenter comment j'ai reproduit en fait ce SaaS d'email marketing comme Mailchimp en quelques jours. Ça m'a pris quasiment 2-3 jours pour les lots principaux et puis après un petit peu d'itération. Donc ce que j'ai fait, j'ai tout simplement pris le meilleur de Mailchimp. J'ai pris le périmètre le plus utile parce qu'en fait, ça fait un petit moment que tu vois, je paye une plateforme à presque 500 € par mois, 4000 €, plus de 4000 € dans l'année et finalement en fait aujourd'hui à l'ère des agents IA en fait j'ai Hermès, j'ai Claude en fait qui utilisent seulement quelques fonctionnalités de ce produit, notamment la création de templates, la création d'emails, la création de séquences, l'envoi, etc., la planification. C'est des choses, j'utilise quasiment que ça. Justement, ce que j'ai fait avec ce produit, j'ai repris tout simplement le périmètre utile et ensuite, c'est-à-dire l'email marketing et je l'ai vraiment orienté donc agent first. Donc, qu'est-ce qui nous amène ici? Comme je te disais, la vidéo Killer SaaS, important que tu ailles la voir, c'est une méthodologie. D'ailleurs, si tu vas voir cette vidéo, tu vas pouvoir la récupérer, tu vas pouvoir récupérer le repo, tu vas pouvoir, c'est des skills, tout simplement, c'est une méthode sous forme de skills que tu vas pouvoir récupérer. Va voir aussi, si tu veux, un petit peu la vidéo sur l'agentic engineering que tu vas retrouver en fait ici puisqu'elle va t'apporter beaucoup sur en fait le pourquoi du comment, pourquoi cette méthode et surtout la manière de fonctionner en 2026. On développe plus comme à l'ancienne et aujourd'hui on est beaucoup dans la délégation, on est beaucoup dans la planification et ensuite la délégation et donc c'est important que tu ailles voir ces deux vidéos si tu es intéressé par ce type de sujet. Et du coup derrière, ça nous amène aujourd'hui, premier SaaS, Killer SaaS, le SaaS Teachable, et aujourd'hui on arrive donc à Agent Mail. Alors, comme je te disais, on est sur le même moteur d'email, mais avec des utilisateurs natifs différents. Comme je te disais, Mailchimp, c'est Human First. C'est vraiment orienté avec une interface utilisateur, vraiment pour les utilisateurs. À la base, je crois que c'était fait pour les personnes qui avaient des boutiques en ligne. Et donc, c'est pas forcément des développeurs, c'est pas forcément des gens techniques, ils s'y connaissent pas trop en marketing. Et donc, voilà, c'est fait avec des interfaces plus ou moins clair, cliquable, drag and drop, etc. On peut même créer une petite landing page pour commencer à collecter en fait des emails. Et donc c'est un petit peu, je trouve, une usine à gaz pour pas grand chose aujourd'hui. Là, moi, ce que j'ai fait,
C'est toujours accessible via l'humain. Bien sûr, il y a une interface que je vais te montrer ici qui est relativement basique. Hein. C'est une interface, tout ce qu'il y a de plus. D'ailleurs, je suis pas connecté ici. Elle est là. Tu vois, c'est tout ce que tu peux gérer, tes listes, tes campagnes, les templates, les séquences, les médias, les suppressions, etc. Et tous les settings. Mais l'interface, bien sûr, en elle-même n'est pas exceptionnelle. Elle est vraiment light pour le moment. Pourquoi? Parce que le but, c'est pas forcément l'humain. Alors bien sûr, si tu es un humain, tu vas pouvoir créer des choses, tes listes, tes emails, tes templates, etc. Mais surtout, ce qui a été mis en avant, c'est le côté agent IA. Donc du coup, les interfaces, les API, l'idée, c'est de pouvoir envoyer des emails marketing. Pour les personnes qui savent pas, si tu es abonné à ma liste email, tu reçois des emails régulièrement. Et bien en fait, comment ça marche? Je vais préparer dans Hermès ou OpenClaw les sujets de la semaine, ce que je veux dire, les outils, etc. Et en fait, je vais via des prompts discuter avec Hermès, et derrière il a des skills, il va se connecter. Alors avant il se connectait à Mailchimp pour gérer tout ça, et bien maintenant il va pouvoir se connecter à mon SaaS d'email marketing. Alors rapidement, si t'as pas suivi la longue vidéo d'1h48, je te la refais ici. C'est vraiment une méthodologie qui est découpée en deux phases, c'est-à-dire une phase qui est plutôt séquentielle et ensuite une phase qui est faite sous forme de cycle. Alors c'est important d'avoir des cycles. Pourquoi? Parce que derrière tu vas pouvoir lancer plusieurs agents en parallèle qui vont boucler, etc. Et c'est là que tu vas pouvoir faire de l'agentique graph développement. Alors c'est quoi la phase importante, la phase de cadrage? C'est les fameuses phases de PRD, donc Product Required Document, les User Story, la phase de review. Donc ça c'est la phase, alors je vais peut-être la montrer directement ici, je crois que je te l'avais fait, bon je te la parcours rapidement. Donc la phase de review des user stories pour éviter les problèmes. Alors tu verras que dans cette méthodologie il y a beaucoup de phases de planification, revue, etc., research, parce qu'en fait c'est comme ça que tu arrives à déterminer, enfin pas déterminer, mais à trouver en fait des anomalies de conception, etc. Et plus tu vas avoir des phases comme ça, et bien plus en fait tu auras un produit de qualité. Alors ça va te paraître peut-être un peu long, un peu chiant, etc. Mais tu vas voir qu'on s'en fout parce que justement c'est délégué, et en fait tu vas pouvoir partir et ça va travailler. Alors ça va être long, mais tu vas pouvoir travailler tranquillement comme ça. Donc je te disais, tu as cette phase-là qui est une phase en gros de planification, de cadrage. Ensuite, tu as une phase d'architecture. Donc tu verras que ça va dépendre de est-ce que tu as un produit déjà en place ou pas. Ensuite, un produit ou un boilerplate ou une architecture. Ensuite, la phase de design system. Donc c'est une méthodologie, comme je disais, qui est orientée sur les SaaS. Et quand tu fais un SaaS, bien évidemment, tu pars un peu sur une phase de design system. Et ensuite, la phase de cycle, c'est pour chaque user story, eh bien, ça va lancer toutes ces phases-là, en fait, en automatique. Et du coup, tu n'auras plus rien à faire. Et tu vas voir que tu vas pouvoir faire énormément de boulot, parce que je vais te montrer un petit peu les user stories qu'il y a dans ce SaaS, et tu vas voir que c'est tout simplement énorme. Mais de toute façon, c'est pas grave puisque c'est délégué. Il faut vraiment se dire que si tu as une seule user story ici, eh bien, tu as quasiment 6 étapes qui tournent. Donc, c'est très long. Ça peut mettre, par exemple, je sais pas, il y a des étapes qui durent parfois 20 minutes. Donc, 20 minutes x 6, ça fait presque, tu vois, ça fait 2 heures. Et en plus, tu multiplies ça par le nombre de user stories. Mais à la limite, c'est pas grave parce que comme je te disais, eh bien, ça va travailler en parallèle. Allez, première étape, je te disais, la première phase que tu vois ici, c'est vraiment la phase de cadrage. C'est-à-dire que ça sert à rien d'aller lancer des agents et de coder, de faire des choses si tu n'as pas cadré, donc je disais, le PRD, les user stories, et surtout de faire une review sur ces user stories. Tu verrais le nombre d'anomalies ou de problèmes que tu découvres ici, et il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Et dès le départ, si tu as un truc qui est un peu bancal, eh bien déjà, ça part un petit peu en couille. Ensuite, bloc 2, eh bien c'est la phase de cohérence. Alors ici, c'est important, parce que ça, c'est ce que j'appelle la première partie, donc où tu vas cadrer, etc., etc. Cette phase-là, ici, elle est hyper importante parce que c'est la phase vraiment technique. Nous, les développeurs, en fait, souvent, on est un petit peu concentré sur la phase d'architecture, et parfois on la saute, on laisse un peu l'IA faire n'importe quoi, on la laisse un petit peu vibe coder, et pourtant, ici, elle est hyper importante. Ici, ce que tu verras, bien en fait, dans mon cas, moi je réutilise mon boilerplate qui contient toutes les architectures, enfin une architecture qui est carrée. C'est mon architecture, elle est hyper carrée, elle est vraiment bien découpée, etc. Après, il n'y a pas qu'une seule manière de faire. Ça veut dire, je sais pas, si tu es développeur Node, Angular, ou si tu es développeur PHP, machin, ceci, cela, bah voilà, il y aura voilà, il y aura une architecture à chaque fois spécifique. La méthode, elle fonctionne pour tout. Donc, si tu es sur d'autres technos, ça fonctionne aussi.
Moi, c'est mon architecture. D'ailleurs, si tu veux avoir cette phase-là hyper carrée, n'hésite pas. Tu peux aller retrouver tout ça sur mon boilerplate ici, hein, je te l'ai déjà montré. Shipsas.now ici, voilà. L'IA va t'aider à avancer là-dessus. Donc, tu as vraiment une architecture toute carrée avec toutes les grandes fonctionnalités, Stripe inclus, etc. La CI, la base de données, bref, toute la configuration, les règles, etc. Ce qui fait que ton IA, en fait, est cadré dès le départ. Si jamais tu n'as pas envie de partir là-dessus, eh bien sûr, la méthode, ici dans la phase d'architecture, elle va te proposer une architecture. Donc c'est à toi après de définir un petit peu ton architecture. Je sais pas si tu es sur un système particulier, tu peux dire moi je vais partir sur du CQRS, sur du je sais pas, enfin c'est infini en fait les architectures. Moi j'en ai une, c'est la mienne. Après c'est à toi de voir ce que tu veux faire. Donc ça c'est mon archi, qui est une archi assez classique pour les développeurs full stack Next. Et ensuite la troisième phase, eh bien, c'est les user stories. Alors pour chaque user story, je peux te montrer directement dans le code. Tu vas voir ici, on a des user stories quasiment. Alors là, c'est la planification pour tout ce qui est contact, API, import Mailchimp, les templates, l'envoi de campagne, la délivrabilité, la planification, les statistiques, le double opt-in, les séquences, le dashboard, les tags, etc., etc. Bon bref, tu peux voir qu'il y a énormément de user stories. Tu vois qu'on est qu'à plus de 65, 69 user stories. Et l'idée ici, là, par exemple, ça c'est pour une seule user story. Par exemple, il a pris l'exemple de send campagne, l'envoi de campagne. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vois qu'on va avoir une phase de recherche. En gros, on va regarder ce qui se passe. C'est quoi déjà l'architecture? Parce que ça a été fait un petit peu avant. Ici, tu as l'architecture, tu as le design system. Maintenant, une fois que tu as une architecture et un design system, eh bien, en gros, ici, dans une phase de recherche, on peut aller voir, par exemple, la phase de research, elle est où research 5 scènes campagne, eh bien, il va regarder un petit peu tout ça. Il y a les notes de cadrage. Donc là, tu discutes, en gros, tu peux discuter avec elle. Il y a toutes les choses techniques. Donc, tu vois, il rentre vraiment dans des choses liées à l'architecture, etc. Il te propose du code, etc., etc. Donc, une fois que tu as ça, il va te proposer, bien sûr, la phase de design, parce que souvent, on est justement, tu as une user story sur l'envoi de campagne, et bien il va te proposer de designer les écrans, quels boutons, etc. Donc tout ça, il va te le designer. Et ensuite, une fois qu'il va être bon, il va te lancer. Donc là, il va te proposer donc la planification. Et à ce moment-là, si toi, tu es prêt, c'est validé. Moi, ce que je fais souvent, je le laisse avancer aussi là-dessus. Comme ça, je suis pas bloqué. Généralement, s'il fait une phase de recherche, de design, généralement, il est bon. Une fois qu'il est là, eh bien, il va ensuite exécuter et faire une review, etc. Donc, c'est ce que je t'avais dit ici. On va pas remettre les slides 50 fois, mais c'est ce que tu avais vu. Donc ici, à la planification, et là, il passe en execute, revue et ship. Donc tu vois, ça paraît vraiment beaucoup de plans, c'est-à-dire que une fois qu'il y a la planification qui va lancer l'exécution, on relance encore une revue derrière pour s'assurer que c'est encore bon. Et tu verrais, tu n'imagines même pas le nombre de choses qu'on trouve. Par exemple ici, dans la review, eh bien tu vois que si on prend par exemple, comme je te disais, on va prendre l'exemple de la campagne numéro 5. Il y a donc la phase de research. Donc là, il cherche des choses sur cette histoire de campagne. Ensuite, il y a la phase donc de planification sur la campagne. Donc là, il planifie avec les critères d'acceptance, etc. C'est une user story classique. Donc là, elles sont cochées parce que il a avancé sur les choses. Et ensuite, donc il y a la phase aussi de design que je peux te montrer ici. À chaque fois sur un design, tu as un brief parce qu'il faut connaître les champs, il y a tous les champs techniques, etc. Tu as même une maquette ici. Est-ce que je peux te la montrer ici? Reveal in Finder. Je peux te la montrer ici. Un peu la maquette qui te prépare avant d'arriver ici. Voilà, donc là, tu vois qu'il te prépare une maquette comme ça. Qui te prépare une petite maquette. Donc c'est uniquement du HTML standard. Donc il te propose un peu voilà à quoi va ressembler ta user story en termes de tableau, etc., de design. Et ensuite, comme je te disais, ici on va retourner là, donc il t'a fait le design. Et enfin, il va passer à l'exécution et après donc à la planification, à l'exécution. Donc tu vois, planification, elle est ici. Donc là, tu as la planification avec tout ça. Et à la fin, tu as même une revue. Donc par exemple, ici sur la revue, on peut regarder ce qu'il a fait. Il revoit si c'est compliant. Tu vois, donc il voit ça. Donc là, apparemment, tu vois, il y a un petit bug. Tu vois, parce qu'il c'est une revue anti-hallucination.
Donc là, il nous dit no invented API function, donc il vérifie qu'il n'a pas inventé ça. Là, ça n'a pas été checké le non plausible, but wrong value logic, etc. Bon bref, sinon il raconte que tout a été vérifié, etc. sur ça. No accepted, machin. C'est marrant. Je regarde, c'est marrant, je tombe dessus. Je vois pas pourquoi ça n'a pas été... Ouais, il doit y avoir un point contradictoire ici qui n'a pas été validé. Les tests ont été validés. À chaque fois aussi, ce qui n'a pas été dit ici, c'est que dans la méthode killer SaaS, la partie execute est en TDD. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu exécutes, eh bien, tu rajoutes une couche de test, etc., qui va se lancer en intégration. Continue, bref, ça va jusqu'à la revue et à la fin, comme je te disais, eh bien, tu as les tests qui sont lancés. Ce qui fait que, par exemple, bah, je sais pas, moi, je vois plein de personnes qui font des SaaS, des vibe coders, etc. Demandez-leur d'exécuter cette commande PNPMT pour voir un petit peu ce que ça donne là, par exemple. Alors oui, aujourd'hui, tout le monde peut générer des tests, on peut en générer autant qu'on veut. Le problème, c'est que les gens, ils font pas souvent ils ont une couverture de tests qui est relativement, on va dire, merdique, entre guillemets. Là, on est sur des tests, c'est pas des tests bullshit, c'est des tests qui sont vraiment orientés sur la couche service, la couche persistance, etc. Et on se retrouve comme ça avec un SaaS fait en quoi là, en 3-4 jours, avec une couverture de test. Alors combien il va monter? Je crois qu'il arrive presque jusqu'à 3000 tests, quoi. Tu vois, qui testent tout ça. Et je pense que pour certains, on dira c'est un peu bullshit, ça sert à pas grand chose. Sauf que lorsque tu fais un SaaS quand même d'email marketing, t'as pas envie qu'il y ait un bug et que une campagne de 100 000 emails aille sur un mauvais email ou un mauvais truc, parce que là on est clairement sur des choses qui sont quand même assez sensibles. Donc là tu vois qu'il mouline, il est donc déjà 2000-2800 tests. Allez, est-ce qu'il va se terminer un jour celui-là? 3000, 3000, 3004, 3006, 3000, 3007. Donc tu vois, ça pousse en termes de tests. On va pas dépasser les 4000 quand même. Faudrait pas. Voilà. Donc tu vois, clairement, on est à 3800 tests sur un SaaS qui a été fait comme ça en quelques jours. Alors, faudrait peut-être que comment dire, j'affine un peu, parce que, en fait, dans le boilerplate Ship SaaS, mon boilerplate, eh bien, à chaque fois, je demande, c'est une règle qui était là, je demande de tester pour un user, pour un admin, pour un modérateur, tous les différents rôles. Sauf que là, en fait, par exemple, ça génère peut-être un peu beaucoup de tests, je trouve, pour un SaaS où en fait, il n'y aura pas non plus 50 rôles. Normalement, il y aura 2 rôles. Donc, je vais peut-être diviser le nombre de tests en me concentrant sur le rôle user et le rôle admin. Je pense que ça suffit, parce que là, clairement, ça fait pas mal de tests. Mais bon, voilà, vaut mieux avoir trop de tests que pas assez de tests. Et donc enfin, comme je te disais, ça fait combien? Ça fait énormément de user story, hein. Tu vois que ça fait, alors si on regarde la planification, on est sur beaucoup de user story. Ça peut paraître long, ça peut paraître compliqué, surtout avec toutes les itérations, machin. Mais ce qui est cool, c'est comme je te disais, eh bien, une fois que c'est cadré, t'as pas à rester devant ta machine, puisque tout simplement, une fois que c'est prêt, eh bien, en utilisant les bonnes méthodes, tu vas pouvoir lancer tout ça en parallèle. Par exemple, eh bien, ici, c'est un exemple de graph développement. C'est-à-dire qu'il y a la première user story qui est liée au contact et elle est hyper importante. Donc ça, tu peux pas, tu es obligé de la faire en première. Tu peux pas faire plusieurs user story en parallèle, puisque les autres user story ici sont dépendantes de cette user story. Mais une fois que cette user story est terminée, eh bien, tu vas pouvoir faire des vagues comme ça de 3 agents qui développent des user stories. Et je te rappelle que dans une user story, hein, pour vraiment capter le truc, tu as à chaque fois tout ça. Donc c'est, si je devais découper en nombre d'agents ici, ça serait 6 agents ici, 6 agents ici, 6 agents ici. Donc juste pour 3 agents, tu as déjà 18 agents. Alors tu as intérêt d'avoir du crédit. Ensuite, tous ces user stories vont remerger pour créer la campagne, puisque c'est quand même un outil central. Une fois que tu as la campagne, eh bien, tu vas pouvoir relancer une deuxième vague concernant la délivrabilité, le scheduling, le double opt-in, etc., etc. Et donc, tu auras compris en fait que tu vas pouvoir aujourd'hui, tout simplement, avec ces méthodes-là, eh bien, tout envoyer en parallèle. Et normalement, il n'est pas con, hein, c'est-à-dire que ça, c'est pas toi qui le définis. Tu utilises Dynamic Workflow ou des outils équivalents et tu lui dis, bien sûr, détermine quelle user story est dépendante de telle user story. Et normalement, il est capable de te préparer ce graphe comme ça. Donc ça, c'est le genre de développement que tu peux laisser tourner comme ça pendant une nuit. Tu te lèves le matin. Alors, c'est pour ça les personnes qui me disent non mais c'est trop long, ça sert à rien, pourquoi faire toutes ces phases-là? Effectivement, c'est long si en fait tu es derrière Claude à attendre qu'il te rende la main. Mais si tout est planifié, tout est carré, eh bien en fait tu peux lancer. Moi je lance des lots parfois plus de 3, hein, je lance des 10 lots par 10 lots d'un coup. Et il est capable
de s'en sortir. Et donc pour te donner une idée, eh bien par exemple moi j'ai lancé, surtout au début, alors c'est quelque chose comme je disais dans la dernière vidéo sur l'agentique développement, c'est que surtout au début, surtout quand le produit c'est vraiment tu pars de from scratch, tu pars de zéro, tu peux vraiment bombarder beaucoup de l'eau et après bien tu reviens de manière un petit peu plus séquentielle. Donc concrètement, ce qui s'est passé ici dans la construction de ce SaaS, eh bien, c'est que j'ai fait trois gros lots à peu près d'une quinzaine de user stories parce que c'est dur de gérer. Tu pourrais me dire, ouais, pourquoi t'en fais pas 45 d'un coup, tu vois? Bah, généralement, t'as peut-être pas 45 user stories sous le coude et tu peux peut-être un petit peu t'embrouiller. Ça peut être un peu, puis tu risques de dépasser plus d'une nuit, tu vois. Ça peut peut-être durer deux trois jours et à ce moment-là, ça vaut peut-être pas le coup. Moi, je pense que c'est bien de découper dans un lot qui passe une nuit. Donc généralement 15 user stories avec ma méthode, eh bien ça dure une nuit. Donc du coup tu peux laisser ça une nuit, ça une journée, ça une nuit, et puis en fait tu peux torcher quasiment 45 user stories en 2 jours quoi. Donc c'est un peu ce que j'ai fait et ça a marché plutôt bien. Et d'ailleurs, donc qu'est-ce que j'allais dire sur tout ça? Donc les 45 user stories. Et l'idée voilà, c'est qu'au début, je voulais te les montrer, c'est que en fait au début t'envoies la sauce là sur 45 user stories et puis plus tu arrives vers la fin, en fait, tu es plus dans une phase ici, si tu reprends ces dernières user stories, en fait, elles sont plus dans une phase d'affinage. Ça veut dire, c'est des user stories qui sont arrivées lorsque j'ai découvert en fait des petites anomalies ou des choses qui n'étaient pas très user friendly, etc. Et donc du coup, sur la fin, tu reviens un petit peu en mode plus séquentiel, à être derrière ton produit, à l'affiner en fait entre guillemets. Donc en fait ça c'est comme je te disais, c'est une vision que tu as dès le départ. Si tu sais où tu vas, si tu sais ce que tu veux comme produit, tu peux enchaîner comme ça des très gros lots aujourd'hui. Ça fonctionne très bien aujourd'hui. Tu peux enchaîner ce type de lot en quelques jours. Et pour terminer, démonstration du produit. Et bien du coup, comme je te disais, c'est ce produit-là que tu pourras retrouver. Donc il s'appelle sur la page, je vais mettre dans la description, agenmail.io. Alors la landing est un peu elle est slop, elle est complètement slop. Elle a été faite, elle a été reprise là à l'arrache. Je l'ai reprise d'ici. Il m'avait proposé une version, je sais plus où elle est cette landing, éditée il y a 4 jours, je crois. On va aller voir ça. Ouais, ça c'est une deuxième version que j'ai pas encore intégrée. Mais en gros, voilà, il m'a proposé ça. Ça n'a pas été encore travaillé des masses. Bon, là, il y aura pas non plus 10 millions d'utilisateurs dès le premier jour. Donc ça, la landing, je l'affinerai avec le temps. Mais elle est quand même, pour le coup, orientée, comme je te disais, agent. Agent first. Ça veut dire qu'en gros, eh bien, tes agents écrits, entre guillemets, tes emails et tes campagnes, etc. Et nous, notre SaaS, eh bien, on s'occupe de le delivered. En gros, derrière notre rôle ici, c'est d'avoir en fait un bon taux de délivrabilité parce que le problème des plateformes d'email marketing, c'est que quand tu utilises des plateformes qui ont une mauvaise réputation, eh bien, tu peux cramer ton nom de domaine et après, si tu envoies des emails marketing et avec d'autres outils, eh bien, ils iront pas ou ils iront dans la boîte spam, etc. Et donc, le but de ce SaaS, c'est vraiment de délivrer des emails avec le meilleur taux de délivrabilité. Et pour ça, on a une tambouille interne pour bien gérer ça, notamment le warm-up, etc. Faire chauffer des adresses IP, faut faire chauffer des comptes, etc. Mais ça, c'est des choses que, tant qu'utilisateur, vous ne voyez pas. L'idée derrière, c'est de pouvoir s'inscrire, envoyer des mails à des listes email, à ta liste email. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, puis ça gère aussi les séquences email, etc. Alors, si t'es pas marketing en ligne, ça va peut-être pas te parler. Mais si tu es déjà habitué à gérer des listes email, tu sais que voilà, gérer des séquences email derrière, lorsqu'une personne arrive, lui envoyer un email de bienvenue, et peut-être une semaine après lui renvoyer un deuxième email, etc. Tout ça, c'est des séquences. Et tout ça, bien sûr, c'est géré dans mon nouveau SaaS qui s'appelle agentmail.io que tu vas pouvoir retrouver ici. Et d'ailleurs, pour les personnes qui voudraient le tester, je propose 3000 emails gratuits par mois. Ça veut dire en gros, si tu as une base d'utilisateurs, disons, de 500 emails et que tu envoies, je sais pas, des emails, je sais pas, un ou deux emails par semaine, eh bien, ça te fait 6 emails. Normalement, tu rentres un petit peu
dans le clou de la formule gratuite. Tu peux aussi bien sûr avoir plusieurs noms de domaine. Bon bref, ça c'est des choses techniques qu'on affinera. Comme c'est encore en phase de warm-up là, j'ai pas activé toutes les fonctionnalités parce qu'il faut que Amazon SES, d'ailleurs c'est basé sur Amazon SES, il faut que petit à petit, à force d'envoi, ils augmentent mon quota. Donc c'est un produit que je vais chauffer petit à petit. Moi je l'utilise déjà personnellement pour mes emails privés là. Ça marche, ça fonctionne. Je commence à faire chauffer et je vais ouvrir aux personnes qui voudraient un petit peu utiliser SaaS là pendant quelques années. Alors je suis pas sûr de m'adresser à la bonne cible parce que les développeurs, souvent, ils gèrent pas trop leur liste email comme ça. Voilà, bon bref, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette vidéo. Bah voilà, n'hésite pas, hein, comme d'habitude, à rejoindre ma newsletter, The Agentic Dev, newsletter qui sera maintenant envoyée avec mon nouveau SaaS d'email marketing. Alors, dernier point ici quand même, c'est que je voulais dire, tu vois ici, ça, j'ai pas voulu en faire un SaaS parce que un SaaS de formation comme ça, tu vois, tout le monde, maintenant les gens refont leur truc, tout le monde, tous les Podia, les Teachable, ça churn, les gens partent ailleurs parce que en fait, il y a très peu de valeur ajoutée là-dedans. Par contre, sur l'email marketing, alors c'est pour ça que je n'ai pas fait un SaaS. Ce produit-là, à la base, j'avais pas prévu d'en faire forcément un SaaS. Je voulais que ça soit un outil perso, un outil privé. Et en fait, je me suis rendu compte que il y avait quand même une certaine barrière à l'entrée qui était pas mal. En fait, c'est-à-dire que c'est pas accessible à tout le monde. Et à partir du moment où c'est pas accessible à n'importe quel vibe coder, eh bien, c'est une petite barrière à l'entrée. Je me suis dit que ça peut valoir le coup. Ça fait quand même plus de 9 ans que j'envoie des emails marketing et que je connais en gros un petit peu ce milieu-là. Et je sais en fait ce que les gens ont besoin, ce dont les gens ont besoin comme produit. Donc, ça coûte pas plus cher de l'open, de l'ouvrir en SaaS et je verrai si c'est un produit que je pousse par la suite. Bref, je m'arrête ici. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses et de rejoindre comme d'habitude la newsletter The Agentic Dev. Et si tu n'avais pas vu la vidéo dans laquelle je te parle de la différence entre le développement agentique comme ce qui est fait ici et ce qu'on appelle plus communément le vibe coding, je te remets le lien vers cette vidéo.